Bonjour à tous et à toutes. Merci Romain Pfeffer pour cette introduction et le portage de cette démarche de carnet de territoire, à la fois en tant qu'élu et administrateur du CAUE. Merci pour la signature aussi de la rédaction et la signature de cette préface dans le carnet de territoire. Donc ce carnet de territoire, cette démarche carnet de territoire même, je dirais, parce que c'est quelque chose qui dépasse la question de l'ouvrage en fait, CAUE. Un certain nombre d'entre vous qui avaient participé à la rédaction ou à l'élaboration de ce carnet, on vous en a distribué une partie aujourd'hui. Les autres, je vous invite à le découvrir et à l'acheter. Voilà, un prix en tout exceptionnel aujourd'hui. Mais cette démarche qui dépasse donc cet ouvrage qu'on peut avoir entre les mains, puisqu'elle est une ambition pour le CAUE de porter un sujet de longue haleine autour du paysage, en partenariat notamment avec la DDT et le réseau paysage. Ça a été quelque chose qui est ancien, au CAUE. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on porte cette démarche au CAUE. Et ce dernier carnet de territoire qui fait suite au premier sur le Beaujolais, c'est un travail de pratiquement 4 ans au CAUE, un travail d'équipe. On est nombreux à avoir travaillé dessus en interne au CAUE. Alors bien sûr, on n'a pas fait que ça pendant 4 ans, voilà, on a fait ça en pointillé petit à petit, mais voilà, c'est le résultat en tout cas d'un long travail d'équipe en interne. Je vais vous expliquer rapidement, parce que ça je trouvais que c'était assez important, pourquoi le CAUE s'est engagé dans ce travail-là, pourquoi est-ce que nous, l'association, qui portons forcément ces sujets-là, mais pourquoi on s'investit dans un travail de la sorte. En fait, on a fait le constat déjà depuis de nombreuses années, pratiquement 10 ans, que dans le département du Rhône, et maintenant la métropole également, il n'y avait pas d'atlas des paysages, donc pas d'outils voilà, au service de l'ensemble des acteurs du territoire pour avoir des éléments de connaissance sur quelles sont les singularités, les valeurs des paysages et du territoire, et pas d'outils non plus pour pouvoir mieux agir, que ce soit en termes de planification ou en termes d'aménagement. Donc le CAUE, en l'absence de cet atlas de paysages, qui est les atlas, je ne sais pas si tout le monde connaît la démarche, mais c'est une démarche qui est née de la Convention européenne du paysage, portée par le ministère, et qui se décline du coup au sein des départements, en général portée par les départements et les services de l'État localement. Donc en l'absence d'un tel outil, le CAUE s'est lancé en fait dans la réalisation d'un premier opus, donc sur le Beaujolais. On n'a pas souhaité réaliser d'emblée un document d'échelle départementale parce que ça nous semblait trop lourd. On n'avait pas forcément l'objectif non plus, nous, de remplacer un atlas des paysages, mais plutôt de susciter l'envie d'avoir des outils à l'échelle départementale ou à l'échelle plutôt SCOT, puisque donc ce premier carnet de territoire sur le Beaujolais, il s'est fait à l'échelle du SCOT Beaujolais. On avait à cœur de travailler sur cette question des paysages, le CAUE, parce qu'on connaît très bien le territoire. Voilà, le CAUE a pratiquement 40 ans et travaille en termes de conseil dans ces territoires depuis très longtemps. Et on est les témoins un peu de la richesse des paysages du Rhône et de la métropole de Lyon. On est dans un tout petit département avec une variété de paysages assez incroyable. Bertrand Folléa a souligné que justement la multiplicité des situations et la multiplicité des singularités des territoires étaient vecteurs de biodiversité et d'écologie. On en est effectivement convaincu. Et c'est vrai que de montrer cette valeur, enfin cette richesse des paysages du Rhône était pour nous un élément très important, surtout dans ce contexte extrêmement tendu de pression, de mutations fortes des territoires, malgré le fait que le Rhône a maintenu quand même, malgré tout, par rapport à peut-être d'autres territoires, une forme de maintien de qualité qu'on reconnaît notamment dans ces ouvrages. Donc ces carnets de territoire, comme je vous l'ai dit, donc, qui dépassent l'ouvrage, puisque derrière, je vous le dirai après, il y a potentiellement tout un tas de déclinaisons possibles. L'objectif, c'est de faire vivre cette démarche sur le territoire. C'est pour nous donc un outil de connaissance, c'est un outil de compréhension des enjeux, de l'évolution des paysages et des territoires, un outil d'aide à la décision et d'aide à la prise en compte de l'ensemble des valeurs paysagères du territoire.
et une source d'inspiration vers des projets plus durables. Très rapidement, c'est en cette deuxième édition du carnet de territoire des monts et coteaux du Lyonnais, qui fait suite au Beaujolais, c'est fait dans des conditions un peu différentes. On va dire qu'on a tiré des enseignements du premier ouvrage sur le Beaujolais, on en parlera après, mais qui ont eu beaucoup de collaborations suite à ça. Mais on a tiré des enseignements, notamment du fait qu'il fallait co-construire ce document, davantage que sur le territoire du Beaujolais. Et donc on l'a fait à travers notamment des ateliers de territoire intercommunaux qu'on a mis en place avec les SCOT et les intercommunalités. Un partenariat étroit forcément du coup, avec la DDT 69 qui a contribué à travers des ateliers, des relectures, des échanges au contenu de ce document. De nombreux apports d'experts locaux et d'institutions, vous pourrez découvrir dans l'ouvrage, des échanges et des collaborations avec l'UDAP du Rhône, nos voisins de terrain sur les quais de Saône à Lyon, et avec lesquels on collabore dans du conseil quotidiennement sur les territoires. Et puis, comme je le disais, un travail d'équipe, donc avec un ensemble de personnes au CAUE, en interne, mais aussi des architectes conseillers qui sont des libéraux détachés sur les territoires et qui nous accompagnent dans les collectivités. Donc, vous le découvrirez, cet ouvrage, ça peut être un peu rébarbatif de le présenter, donc je ne vais pas m'étaler, en fait, je vais juste le passer rapidement en revue dans sa structure qui est intéressante, mais en fait qui est complexe, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est long, qui est beaucoup plus long que sur le Beaujolais, voilà, enrichi par tous ces échanges, notamment de terrain, et qui, en fait, dans sa structure, est découpé en unités de paysage. Donc, il y a d'abord une partie comprendre, qui balaye l'ensemble de ce territoire des monts et coteaux du Lyonnais, et puis ensuite une deuxième partie agir pour la qualité du cadre de vie et des paysages, qui elle est une entrée très classique des atlas de paysage par unité de paysage. Mais on a souhaité, et c'est ça j'insiste un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, ça on a le souhait, dans la construction de cet ouvrage, qu'on ne rentre pas uniquement par sa portion de territoire, on a des choses à apprendre dans cet ouvrage de l'ensemble des unités de paysage et des messages qui sont relativement intéressants dans des unités de paysage qui ne seraient pas forcément la vôtre sur votre commune ou votre intercommunalité. Donc bon, on balaye rapidement, mais on parle forcément de la géologie, on a une approche assez poussée sur cette question-là, avec notamment des experts qui nous ont aidés, toute une partie sur l'évolution des paysages, et une approche historique alors qui peut être un peu faillible du point de vue de l'historien, mais en fait on rentre sur cette question de l'histoire par le paysage, de l'évolution du paysage dans le temps. Donc c'est pas du tout exhaustif, mais on a cherché à montrer comment ces paysages ont évolué au fil du temps sur des époques différentes. On a travaillé sur les différentes dynamiques qui agissent sur les paysages aujourd'hui et qui agissent demain aussi, avec notamment beaucoup des paroles d'experts, comme le président de la Chambre d'agriculture, le conservateur des espaces naturels, le département, qui ont également contribué, l'UDAP, sur ces parties-là, avec chacun des thématiques. Donc voilà les 7 unités de paysage qu'on vous donne à découvrir dans ce livre. Donc le bassin de l'Arbrelle, les vallons du Lyonnais, la vallée du Garonne, le plateau mornantais, le bassin de l'Aquoise, la vallée de la Brévenne et les vallons du Tararé. Voilà, donc ça, ce sont les 7 unités de paysage. Je tiens à dire aussi que c'est des découpages d'unités de paysage, alors qu'on là sont tracés sur une carte, qui forcément n'ont pas de réalité en soi. Le paysage, il n'y a pas de limite au paysage réellement. Les choses sont beaucoup plus floues qu'un trait sur une carte. Et je tiens aussi à dire que ce sont des limites qui sont basées sur des documents déjà existants. C'est-à-dire que le carnet de territoire ne repart pas de rien. Ils se fondent notamment sur le travail des SCOT qui ont été menés dans le cadre des SCOT et d'autres études paysagères sur les territoires. Donc, ensuite, il y a 7 cahiers dans le carnet de territoire, il y a 7 cahiers de lecture des paysages du territoire, donc un par unité de paysage, dans lequel on a des regards portés sur les bourgs, puisque ça a été un sujet très important pour nous. La question des centralités, et sur lequel du coup l'UDAP nous a apporté beaucoup sur ce sujet-là. On a des opérations exemplaires qui sont présentées, et puis on a des enjeux qui sont identifiés pour le Lyonnais, pour chaque unité de paysage. 4 enjeux
synthétise un peu le livre. Et on a ensuite tout ce travail de lecture qui donne lieu à des objectifs de qualité paysagère. Donc on a 3 grands objectifs de qualité paysagère par unité de paysage, soutenus, on va dire, par des paroles d'élus qui ont participé aux différents ateliers de construction de l'ouvrage. Dans cet ouvrage, on trouve des cartes aussi. On a essayé de donner davantage de valeur que dans le premier aux cartes. Ça aussi, c'est un enseignement qu'on a tiré, mais de leur donner plus de place. Et on a des volets dépliants dans le livre pour permettre d'avoir de la lisibilité sur des cartes d'enjeux et qui sont des cartes en fait de comment on peut prendre en compte cette question des valeurs paysagères dans la planification du territoire. Et puis du coup, des objectifs de qualité paysagère localisés et qu'on essaye de donner à comprendre via des blocs diagrammes. Et pour finir, c'est là que j'en reviens à la question de l'unité de paysage. En fait, c'est intéressant de dépasser dans la construction du livre l'unité de paysage dans laquelle vous êtes, vous habitez, ou dans laquelle vous travaillez, ou vous avez un mandat d'élu, pour vous dire qu'il y a 21 pistes d'action thématiques qui sont liées aux objectifs de qualité paysagère, mais qui sont très intéressantes, qui sont donc réparties dans les unités de paysage et intéressantes à découvrir voilà, sur l'ensemble de l'ouvrage, avec des thématiques très différentes que je classerais forcément sur la question de la, enfin, une bonne part sur la question de la transition écologique et énergétique du territoire, un gros aspect également sur la question de l'évolution des tissus habités, avec ces enjeux de densification auxquels on fait face très fortement, et puis forcément aussi des enjeux de cadre de vie, espace public, voilà. Donc c'est tous des enjeux et des questions agricoles également et naturelles. Et pour finir, donc, ce que je vous disais, cette démarche cet ouvrage Carnet de territoire est pour nous une démarche complète, et ça sera l'objet des prochaines présentations, mais en fait l'objectif de cet ouvrage, c'est donc de constituer une base de discussion. Tout ce qui est écrit, tous les objectifs de qualité paysagère qui sont dans cet ouvrage ont déjà été discutés, mais méritent de l'être encore. On n'a pas de vraie parole, on va dire, sur ces choses-là, ça mérite débat, ça mérite discussion. Et donc on souhaite que ces ouvrages puissent se décliner dans tous nos champs de mission, que sont des actions pédagogiques envers les scolaires. Il y a un support très intéressant pour développer des actions pédagogiques, des actions de sensibilisation, c'est notre cœur de métier au CAUE de décliner ça sur des expositions itinérantes ou in situ, des visites d'opération, des actions culturelles, de la formation, du conseil, puisque ce document est pour nous une base de travail quotidien pour nos architectes conseillers et qu'on mette en place des choses avec vous au sein de vos collectivités. Et puis ensuite, pour des études et des plans d'action plus larges, type plan paysage, charte des territoires, etc. Donc voilà, on espère en tout cas que ce document, on arrivera à le faire vivre avec vous et qu'on pourra poursuivre dans la question de la qualité des paysages. Et voilà, on livre ce support aujourd'hui et on a un grand plaisir à le faire. Merci. Alors, merci beaucoup Samuel Auré pour cette présentation détaillée d'un aperçu en fait, de ce carnet de territoire. On va prendre quelques questions peut-être, voilà, même si vous avez été déjà très exhaustif, tant que fait faire en fait, sur les intentions que vous-même en fait sur cette présentation plus technique. Est-ce que voilà, vous pouvez avoir quelques questions sur ce carnet? On aura ensuite, en fait, dans quelques instants, en fait, le retour d'expérience justement des démarches paysagères en Beaujolais qui ont devancé, on va dire, le territoire du Lyonnais Monts-et-Coteaux. Monsieur. En complément, donc j'ai trouvé les deux interventions très bien. Celle de M. Pepper est très pertinente parce qu'en fait, si vous voulez, on oublie que la concentration, on l'a créée dans les années 60-70 et au bout de 50 ans, on n'a pas résolu tous les problèmes qu'on a créés en 70. C'est comme ça, c'est malheureux. Hein. On a pensé à une époque que la solution pour l'habitat, c'était de faire des tours. Et dans toutes nos régions, on en a, et on ne sait pas comment s'en sortir. Après, on fait des projets cadres de la ville, et ça ne marche pas. Le fait de dire la notion cadre de vie, je pense qu'elle est beaucoup plus pertinente avec la notion de paysage. Moi, j'ai fait 2 opérations dans le centre de Vaux-en-Velin, où, comme tout le monde, j'avais des a priori avant de les faire, et la mairie de Vaux-en-Velin a cette notion de cadre de vie très ancrée dans son élaboration. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête d'opposer
Vous voyez, les ruraux, aux citadins, les gens qui habitent dans des collectifs, les gens qui habitent dans des maisons, les agriculteurs, aux autres, parce qu'en fait tout ça c'est lié à un projet qui doit avoir plusieurs usages. On peut très bien faire une zone tampon de gestion des eaux pluviales qui sert à la valorisation des terres agricoles et à la culture. On peut faire un espace vert qui permet de nourrir avec des arbres fruitiers, de nourrir les gens. En fait, je pense qu'il faut qu'on apprenne juste, si vous voulez voir ce que vous voulez peut-être, que vous avez peut-être pas, parce que j'ai bien expliqué avant, il faut qu'on apprenne à mélanger, à modifier notre approche des choses. C'est en générant des ouvrages qui ont plusieurs fonctions qu'on arrivera à faire que les gens se sentent bien et vivent ensemble. Parce que sinon, on ne fera que les opposés. Et ça mènera vite à... Et on passera après du temps, avec les comptes qui payent les impôts, à injecter de l'argent pour corriger les erreurs qu'on aura faites il y a 50 ans et qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, on n'a pas réussi à résoudre. Merci pour votre intervention qui résonne beaucoup aussi avec les interventions précédentes. Oui, si vous voulez réagir ou compléter. Juste pour se poser quand même la question également en parallèle de cela, étant donné qu'on a développé des outils SCOT PLU qui ont maintenant une vingtaine d'années éprouvés et généralisés, parce qu'autant avant il y avait des initiatives qui faisaient qu'au-delà du règlement national d'urbanisme, on pouvait se permettre de faire des schémas d'aménagement et puis d'avoir des plans d'occupation des sols. Typiquement aujourd'hui, on développe tous ces outils. On parle à l'échelle de grands territoires, notamment sur des questions de métropole et autres. Typiquement, est-ce que cette façon de gérer de manière très zonée, et dans l'intervention de M. Folléa, c'était aussi de se poser cette question. Enfin, aujourd'hui, on est hyper pointu sur le développement de ces outils et identification des zones, alors que dans votre intervention, vous souhaitez qu'à un moment donné, on ait une réflexion pour qu'on revienne vers des mélanges des genres. Donc, typiquement, moi, je me pose beaucoup de questions. Enfin, je ne suis pas maire, mais on accompagne des collectivités locales. Et typiquement, c'est tout d'un coup redire à un élu, c'est très bien ton zonage, mais tout compte fait, on va permettre on va avoir beaucoup de perméabilité dans notre façon d'approcher le zonage. Ça pose question. Monsieur Folléa, peut-être vous voulez répondre. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est paradoxal de continuer à zoner alors que, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on a des instruments comme celui-là, par exemple, comme la pousse, qui sert certes à téléphoner, mais qui fait beaucoup de choses. Il y a l'hybridation, en fait, des choses, elle existe de fait. Et c'est vrai que le zonage, c'est toujours la tentation de séparer les fonctions, les usages, etc. Donc c'est toujours le risque que l'on a. Donc du coup, c'est pas inopportun d'afficher des vocations à des espaces. Mais c'est des vocations en effet, et c'est bien d'arriver à régler les usages à l'intérieur de ces vocations qu'il faut arriver à développer. Oui. Et c'est vrai qu'on est dans une... Et dans la question du paysage, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de la relation, avant que je bouge la tête, c'était simplement pour évoquer, dans ce zonage, on a une vraie difficulté, c'est-à-dire que le contact, par exemple, entre le secteur habité et le secteur agricole, c'est un trait sur deux plans globalisés. C'est-à-dire c'est rien. C'est-à-dire que d'un côté c'est une zone, de l'autre côté c'est une zone, et l'espace de contact, le lieu de contact, mais c'est aussi les moments de contact, etc., tout ça n'est pas pensé, parce que c'est totalement aux marges de tout. Donc, encore une fois, la démarche paysagère va consister à mettre cette marge au centre de la réflexion et de la préoccupation, et ceci peut se faire à toutes les échelles. Quand vous réfléchissez sur la bordure d'un trottoir, moi mes enfants se moquent de moi parce que je prends en photo des bordures de trottoir tout le temps, mais en réalité, la bordure de trottoir, c'est pareil, c'est un espace de relation et d'interface entre la partie piétonne et puis la partie plus voiture, vélo, etc. Et en fait, ce sont des choses extrêmement importantes avec le fil d'eau qui passe, ça paraît du détail. Avec cette échelle infinitésimale, en fait, on est dans des questions de relation. Et on a cette question-là à l'échelle territoriale quand on se pose la question de la transition entre Lyon, ville, et puis les monts du Lyonnais, etc. Ça, c'est une autre échelle. Mais à nouveau, mettre cette question-là au centre de nos réflexions, c'est éviter ou c'est lutter contre la tentation du zoning et du zonage qui est toujours à l'œuvre, malheureusement, dans nos documents. Alors, il y a madame au fond et puis monsieur ensuite. Merci beaucoup. Et je crois que la question, effectivement, du traitement en fait, de ces espaces, c'est monsieur Pétard qui parlait aussi tout à l'heure en fait, de détails, entre guillemets.
Enfin voilà, c'est effectivement fondamental. Madame, si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Camille Julien, paysagiste conseil pour la DDT 69. Je pense que la question du zoning, en fait on en a parlé tout à l'heure, c'est tout tourne sur la question de la méthode en réalité. C'était une méthode de travail, le zoning c'était une façon de faire, c'était un urbanisme rationnel. Et tout à l'heure M. Folliard m'a parlé, il faut revenir à la dimension du projet. Et c'est vrai que les carnets de territoire sont un peu un exemple à grande échelle sur les monts du Lyonnais, l'ouest lyonnais, de comment on arrive à des objectifs de qualité paysagère à partir de ce travail de reconnaissance partagée avec les acteurs du territoire, c'est très important, pour ensuite aboutir à des objectifs de grande échelle, et ensuite que ces objectifs, on puisse les transcrire dans la planification. La planification n'est plus seulement un outil de réglementation pour la constructibilité, parce qu'il y a souvent ça, quand on intervient en tant que conseil, paysagiste conseil ou architecte conseil, c'est bonjour madame, voilà, on voudrait construire à tel endroit, on voudrait implanter nos extensions ici, est-ce que vous pouvez nous aider à faire l'insertion? Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas le bon site, c'est pas là qu'il faut se mettre, c'est ailleurs, parce que par rapport à la topographie, la présence d'une rivière. Donc c'est la question de projet, cette notion de projet préalable à la planification est essentielle. Et je pense que les carnets de territoire sont le premier outil à grande échelle qu'il faut aussi décliner à l'échelle des centres-bourgs, des intercommunalités. Ce sera la démonstration en fait, des interventions qui vont succéder. Avant de passer ces interventions, merci madame, une dernière réaction. Donc Charles Julien, donc élu municipal atelier, vice-président, où j'ai la chance de travailler avec Renaud Pfeffer de la Copamo, donc en charge de l'environnement. Deux messages. Donc le premier message, effectivement, je pense le rôle fondamental de l'agriculture en termes de paysage. Et là, je partage beaucoup, effectivement, les craintes de Renaud concernant la problématique de l'élevage. C'est quand même eux qui nous tiennent nos paysages. J'allais dire plus que les viticulteurs, même si je suis fils de viticulteur et frère de viticulteur aussi. Plus que les maraîchers. Et là, c'est des surfaces conséquentes, notamment dans nos coteaux, dont l'avenir est incertain. Parce que derrière, c'est pour évoluer vers la friche. On sait pertinemment ce qu'on aura, c'est les risques d'incendie avec le réchauffement climatique. Donc là, il y a un vrai souci. Un autre souci, parce que je pense qu'il y a aussi des choses qu'on n'aime pas chez nous, sur la Copamo, c'est l'agribashing. Donc il est hors de question de faire le procès d'agriculture, mais on peut aussi se poser des questions sur les aspects paysagers, en termes notamment d'impact des serres, et notamment de la pratique du hors-sol. Ça aussi, il faudra qu'on arrive intelligemment, non pas à en faire le procès, mais à mettre ce dossier-là sur la table, parce qu'effectivement, en termes de paysager, ça peut poser parfois des soucis. Et puis un dernier point, là, c'est surtout vis-à-vis de l'État, il faut qu'on mette un terme et qu'on sanctionne sévèrement. Et là, je regrette que depuis des décennies, justement, on ait des problèmes de décharge sauvage. Ça, c'est le premier atteinte au paysage, sans parler de construction illégale dans des zones, justement, agricoles-naturelles, qui n'ont malheureusement aucune suite au niveau pénal. Et là, je pense qu'il faut vraiment que l'État en arrive à sensibiliser notre justice sur ces enjeux-là, parce que sinon, c'est remettre en cause tous nos outils en termes de planification de l'espace. Très bien, merci beaucoup pour ces interventions. Je crois que le message est effectivement passé. Merci. Juste sur ce dernier point des décharges sauvages, donc l'année dernière, à l'occasion de la journée sur le sol notamment, on avait pu en parler également. Et dans le cadre de la CDPNAF, on a construit des guides à destination des élus pour aider les élus sur ce sujet qui est extrêmement complexe. Merci beaucoup.